J'ai commencé au Progrès où j'étais avec ma mobilette à l'époque. J'allais faire des matchs. Alors vraiment, c'était la 4e division féminine de basket. Parfois, c'était à 20 km, sous la pluie. Mais bon, j'étais motivé, j'avais 18 ans. Donc, je me souviens, j'avais raconté d'ailleurs à Tony un ancien du Dauphiné libéré qui m'avait dit prends toujours un crayon de papier parce que quand il pleut ça coule pas, au moins tu peux écrire tes papiers. Juste pour expliquer, on avait fait un petit court-métrage en fait, on avait refait votre jeunesse et on avait refait cette scène avec le journaliste qui dit tiens prends Henri un crayon Barre, car avec la pluie le stylo ça s'efface. Exactement, donc c'était la promotion d'honneur régionale de foot. Alors je trichais un peu quand même sur les frais de mission. Parce qu'à l'époque, c'était la fête du slip. Vous pouvez le faire, c'est pas grave. Oui, c'est-à-dire que je mettais 30 km alors qu'il y en avait 5. Mais quand je gagnais très très peu, comme pigiste évidemment, donc ça permettait quand même d'arrondir un tout petit peu les fins de mois. Non, je suis pas nostalgique par nature. Hein. Donc chaque chose évolue. Je pense plutôt à l'avenir qu'au passé. Et juste, je réagis juste, vous avez parlé des pigistes. On sait qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de pigistes qui se plaignent, qui sont beaucoup moins rémunérés qu'avant. Oui. Comment vous le ressentez, ça ? C'est vrai que notre métier de journaliste, il faisait rêver en fait beaucoup de jeunes parce que les journalistes en moyenne gagnaient plutôt, on va dire correctement, une moyenne correctement leur vie. Donc je sais pas, ça devait démarrer peut-être à 1500, 2000 euros, puis on se retrouvait après quelques années à 3000, on pouvait se retrouver puis monter un peu dans la hiérarchie. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, non seulement les jeunes journalistes sont embauchés pour tout faire, c'est-à-dire rédacteur, la caméra, le montage, donc c'est vraiment corvéable à merci, à des salaires qui sont de plus en plus bas. Des primes, parce qu'on en avait aussi des primes, alors c'était toujours pareil, ça permettait aussi d'arrondir les fins de mois, et sur les frais de mission, ça nous permettait aussi, parce que c'était des forfaits, parfois d'économiser un petit peu, etc. Donc ça faisait, à l'arrivée, un journaliste, je parle toujours en moyenne, gagnait plutôt correctement sa vie. Aujourd'hui, les frais de mission, c'est à l'euro près, les primes, ça n'existe pratiquement plus, et les salaires sont bas. Donc je pense que ça va susciter de moins en moins de vocations. Alors après vos débuts en tant que pigiste, vous rejoignez Radio France à Grenoble, à France Bleu, pour couvrir l'équipe du foot de Grenoble, comme disait Tony. La radio, on le sait tous, c'est du son, une voix, un micro, un casque. Ça vous manque pas, la radio ? Si, j'ai adoré parce que j'étais à France Bleu Isère et à Europe 1 aussi pendant 7 ans, de 2001 à 2008. Je faisais les multiplex notamment le vendredi et le samedi. C'est des souvenirs extraordinaires. J'ai vécu la montée de Grenoble en Ligue 1. Quand même exceptionnel quand même. Je me souviens, j'étais avec un de mes potes d'enfance qui est réalisateur d'ailleurs aujourd'hui, qui était venu dans le studio et on était partis après sur les Champs-Élysées à côté pour fêter ça. On était juste tous les deux à crier ouais, Grenoble. Et donc oui, parce que c'est vrai que la radio c'est un autre contact, même si maintenant je trouve dommage qu'il y ait des caméras toujours partout maintenant dans les radios, parce que c'est la magie de la voix en fait. Voilà. Puis bon, on n'a pas besoin de penser justement à l'image, c'est ça qui est bien aussi. C'est transmettre une émotion au final, par le biais de la voix, c'est ça qui est magique je trouve dans la radio. Oui, non c'est vrai, du coup c'est une autre approche en fait de ce métier que la télévision où on pense quand même d'abord à l'image. Le fan de foot que je suis obligé de rebondir un petit peu sur Grenoble en Ligue 2 actuellement. Vous suivez encore les matchs, j'imagine. Tout le temps. Voilà, 9e au classement. Il y a eu un début de saison qui était plutôt pas mal. C'est ça. Et là, un peu plus compliqué. On a eu un match à Auxerre avant le Noël où on a pris 4-0. Et alors depuis, on enchaîne les matchs nuls. Oui, c'est ça, défaite contre Lorient, défaite contre Valenciennes. On vient de faire 2 montées successives. Donc il faut se calmer. Et vaut mieux rester en Ligue 2. Je pense que le maintien, il reste 5-6 points à prendre. C'est quasiment assuré. Il vaut mieux préparer. Avec 35 points, oui. Plutôt que de monter comme ça un peu à l'arrache et puis de se retrouver dernier l'année prochaine. Se maintenir, créer une bonne équipe, de quoi monter dans les années qui viennent. Ouais. C'est ça. On se rappelle Evian en 2012, je crois à peu près. C'était dans ces années-là. Ils ont fait 3 montées d'affilée avant de complètement disparaître. Ah bah oui, c'est ça. Non, mais il y en a eu beaucoup d'équipes effectivement qui ont été un peu des météorites. Voilà. Mais Grenoble, notamment, on avait fait une superbe saison la première. Et même allé en demi-finale de la Coupe de France. Et puis la deuxième, catastrophique. Voilà. Alors on revient sur vos débuts. Alors cette passion pour la télé, elle est venue à quel moment ? Depuis tout petit ? Oui, tout petit. Oui. Comme dit Thierry Ardisson, il y a 2 catégories d'animateurs. C'est ceux qui
sont tombés tout petits dans la marmite, ou ceux qui sont arrivés comme lui sur le tard, qui ont découvert ça un peu sur le tard, un peu par hasard. Moi, ça a vraiment été ça. Alors moi, à 2 ans, ma mère me racontait toujours ça, que je mettais déjà des disques. Je me servais de l'électrophone à l'époque. Ça ne nous rajeunit pas, mais bon, voilà. Et j'étais déjà passionné par ça. Et j'étais passionné au départ vraiment par les émissions de variété. C'est ça qui me fascinait, les émissions de Guy Lux, de Michel Drucker, les Carpentier, etc. Et juste en quelques mots, pour les gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas forcément ces émissions, elles étaient différentes des émissions d'aujourd'hui? Elles étaient le plus souvent quand même en direct. Alors, il y a un mythique studio qui était le studio 102 de la Maison de la Radio, qui a été détruit malheureusement depuis. C'est là où d'ailleurs Guy Lux faisait ses émissions. De Chavannes a fait ses émissions après, Les Coucous c'est nous, etc. Le public était très proche, il était en haut, en bas, et il y avait une ambiance, c'est-à-dire qu'il y avait les fans de Claude François, de Sheila, de Johnny, etc., qui hurlaient. Les décors étaient très colorés. Enfin voilà, il se passait. Et puis, si vous voulez, à l'époque, les artistes faisaient énormément de télé. Les grands artistes faisaient des duos. N'hésitez pas à Voilà, c'était pas leur image à tout prix. Il faut faire attention avec qui tu es, etc. Ils se posaient pas ces questions. En même temps, aujourd'hui, il reste des artistes qui. Oui, bien sûr. Ah oui, il en reste. Mais c'est vrai que quelqu'un comme Claude François sortait quand même 2 albums par an. Johnny sortait 1 album par an, ou Michel Sardou, etc. Donc en fait, eux, ils faisaient énormément d'émissions de télé. C'est pour ça que ça a marché aussi, parce que les gens voulaient voir. Alors bien sûr, il y avait les jeunes qui démarraient, etc. Mais ils voulaient voir d'abord les stars. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup d'artistes sortent 1 album tous les 3-4 ans, donc se font beaucoup plus rares. C'est plus compliqué à les réunir. Alors Laurent, on sait tous que vouloir être présentateur aujourd'hui, ce n'est pas si facile. C'est un milieu difficile à accéder, mais tellement passionnant. Laurent Luet, est-ce que ce métier vous paraissait inaccessible à l'époque ? Moi, je me dis que c'est quand même un miracle quelque part. Même si, j'ai toujours voulu faire ça et je n'imaginais pas faire autre chose. D'ailleurs, je ne sais pas ce que j'aurais donné. Vous auriez pu faire un autre métier Non. Vous n'y avez jamais réfléchi ? La passion, aujourd'hui, est-ce que c'est la clé numéro 1 pour réussir ? Oui, alors la passion, ça c'est indispensable. Et comme je dis toujours, la volonté aussi. C'est-à-dire qu'il faut avoir une volonté, mais infaillible. Parce qu'on a souvent des coups de mou, des déceptions. Donc ça, il faut absolument les digérer vite et passer à autre chose et remonter la pente. Mais bon, moi, je viens de Grenoble, 0 relation professionnelle. Donc vraiment 0 piston, aucune connaissance. Moi, mon père était agent d'assurance, ma mère était plutôt au foyer, elle l'aidait un peu au bureau. Je me disais comment je vais faire pour... Et même quand j'étais d'ailleurs, j'ai eu quand même un gros coup de mou quand j'étais à France 3 Grenoble, parce que j'ai passé 5 ans là-bas. Et je me disais, parce que je voulais quand même aller à Paris, c'était l'évolution normale à un moment donné. Parce que bon, je me dis, si je reste pendant 30 ans à France 3 Grenoble, après au bout d'un moment, vous êtes toujours un peu les mêmes sujets, etc. Donc, mais je me disais, comment je vais faire pour y arriver, quoi. Et bon, il y a eu à la fois la volonté et puis la providence, la chance. C'est un mélange de tout ça. En 2000, vous intégrez les locaux de France Télévisions et vous présentez pour la première fois avec Christophe Josse les Jeux Olympiques de Sydney. Quel souvenir vous avez de cette première présentation qui n'est même pas n'importe quoi ? C'était 19 ans. Oui, il y a 19 ans, vous avez raison. C'était assez drôle parce que, en fait, donc moi, j'ai été intégré au service des sports en 99, l'année d'avant. Et donc, c'était Patrick Chen qui était le directeur des sports à l'époque. Et pour les Jeux Olympiques, il m'avait mis... Il y avait 3 présentateurs, il y avait 3 sessions, puisque ça s'étendait sur 16 heures d'antenne. Avec Pierre Sled et Gérard Rolls. Voilà, avec Pierre Sled et Gérard Rolls. Donc, moi, évidemment, comme j'arrivais, je faisais la nuit. Ensuite, je crois que c'était Sled et ensuite Rolls. Et il s'est trouvé qu'entre-temps... Donc ça, c'était 1 an avant. Les Jeux étaient au mois de septembre. Il s'est trouvé qu'au mois de février-mars, Patrick Chen est parti. C'est Charles Bietri qui est arrivé. Qui n'aimait pas spécial. Enfin, il y a eu un contentieux avec Pierre Sled. Donc, du coup, Pierre Sled s'en va. Et Gérard Rolls s'est appelé pour présenter le 13h de France 2. Donc, en fait, il restait plus que moi. Et comme Charles Bietri avait recruté Christophe Josse pour commenter notamment le foot, il a demandé à ce qu'on se partage l'antenne. Donc, on faisait 8 heures chacun. On faisait des sessions de 4 heures chacun, en fait. Et ça a été pour répondre à votre question, une super expérience parce que là, si vous avez même encore un semblant de petite boule
dans le ventre, je peux vous dire que quand vous faites 8 heures par jour pendant 17 jours, ça part. Hein. C'est possible de rester concentré comme ça pendant 8 heures sans qu'il y ait de dérapage. On sait que maintenant, avec les réseaux sociaux, la moindre petite phrase peut être réinterprétée, modifiée, amplifiée. Comment vous faites pour, pendant 8 heures, essayer d'être le plus parfait possible, de ne pas mettre un mot au-dessus de l'autre ? Le plus parfait possible. Je crois qu'il ne faut pas trop se poser de questions non plus, parce que si on réfléchit à tout ce qu'on va dire, ça va, hein, les réseaux sociaux, ils sont gentils, mais bon, hein, on ne va pas non plus... Puis c'est souvent compliqué, encore pour les présentateurs, ça va, mais pour les commentateurs, c'est encore plus injuste parfois les reproches, parce que d'abord, ils ne savent pas ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'ils commentent quelque chose, ils ne savent pas comment va se dérouler le match, la compétition. Donc, et ils parlent parfois pendant 2 heures, 3 heures, 6 heures, quand c'est le Tour de France, par exemple. Bon, ça peut arriver d'avoir de temps en temps un mot de travers, etc. Et paf, ils se font allumer. C'est un peu dur, quoi. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, de 2001 à 2008, vous avez animé sur Europe 1 avec Hervé Kerivel et le multiplex de football les vendredis et samedis. Laurent lui a présenté du sport en radio. Est-ce que c'est la même chose qu'en télévision ? Je me suis jamais posé la question. C'était assez sympa d'ailleurs avec Hervé Kerivel, effectivement, qui était un statisticien assez obtus sur les chiffres, les stats. Donc je plaisantais assez souvent, je le charriais assez souvent. C'est-à-dire que c'est plus le multiplex de foot c'est une sorte de mécanique en fait, quelque chose d'assez incroyable. Là aussi, c'est qu'on ne sait pas du tout comment ça va se dérouler la soirée. Et ça part pas dans tous les sens, des buts partout, enfin surtout à l'époque, parce qu'on avait 8, 9, 10 matchs en même temps. Ouais. C'était quand même la grande époque glorieuse du multiplex, hein, parce que maintenant, avec tout est dispatché. Et non, c'est pas non plus très différent, parce qu'en fait, on s'adresse à un public. Donc à partir du moment qu'on s'adresse à un public à la télé ou à la radio, c'est un peu la même chose. En tout cas, si l'on suit à l'émission sur Europe 1 de Thomas Tauroud, de Yapa Peno, qui a fait une saison ou 2 saisons peut-être, je ne sais plus. Peut-être une saison. Je crois que c'est une saison. En tout cas, j'ai l'impression que c'est plus simple de faire une émission de sport lorsqu'on est dans la spontanéité, l'instantanéité, le direct, que lorsque l'on enregistre une émission, ou alors même si l'on est en direct, certes, mais que l'on ne parle pas d'événements sportifs qui ont lieu en ce moment même. Ouais. Ça semble plus compliqué, en tout cas, de réaliser une émission de sport quand il n'y a pas de multiplex, comme vous le disiez à l'instant, justement. Je faisais aussi Europe Sport aussi. Je faisais souvent des remplacements la semaine, qui était une émission qu'avait créée Eugène Sacomano. Donc on recevait pendant 2h30 de 20h à 22h30 des sportifs au téléphone en fait, hein, souvent. Parfois il y en avait qui venaient en studio et du coup ce qui était intéressant là, c'est que c'était des interviews un peu en profondeur, parce qu'on avait 10 minutes, un quart d'heure pour dialoguer, et on apprenait pas mal de choses sur les sportifs, hein.